Nous traitions des questions théâtrales, cinématographiques, architecturales, urbanistiques, littéraires, linguistiques, philosophiques ou plastiques. Eh bien, nous sommes toujours très heureux de venir à votre rencontre pour vous offrir sur un seul et même plateau toute l'actualité culturelle. Eh bien, ce soir, c'est le 3e art qui sera en débat à travers une exposition lourde de sens. Nous en parlerons bien sûr tout au long de l'émission et qui a pour titre Rétrospective. Il nous invite justement à pénétrer, à scruter, à disséquer ce univers entre 1995 et aujourd'hui. Il n'est autre que notre premier invité, Lamine Amor Dokman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Les signes berbères sont toujours portés dans vos réflexions. Seriez-vous en dialogue ou y a-t-il une forme de résonance entre vos univers et le groupe Aouchem qui a habité la galerie, je le rappelle encore une fois, Racine, parce que c'est une galerie habitée par certains esprits. Issiham, Khedda, Kateb Yassine, Hakkar et bien d'autres. Vous reposez vos valises, vos univers, vos toiles dans cette galerie baignée de lumière, comme le disait si bien certain Jean Sénac. Merci d'être avec nous, je le rappelle encore une fois, Amor Idriss Dokman. Eh bien, pour scruter, pour disséquer ces univers, nous avons entre autres invité d'autres acteurs de la scène culturelle qui, elles, sont habitées par les univers linguistiques. Et bien justement, elles vont traduire leur regard à travers leur discours et leur présence sur notre plateau. Nous avons également le plaisir d'avoir sur notre plateau ce soir Aziza Lounis. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur des universités, oui. Vous avez suivi le parcours depuis de longues années de notre invité central, Lamine Dokman. Comment est-ce que vous l'approchez? Parce qu'il y a énormément d'inquiétudes dans le regard. Lui qui revisite cette Algérie d'abord, tourmentée des années 90 jusqu'à ce jour. Des turbulences ou un long fleuve tranquille. Eh bien, vous allez nous emmener, nous raconter votre regard, justement, à travers tout ce qu'il a eu à produire. Merci d'être avec nous, Aziza, je le rappelle, Lounis. 3e invité, autre regard, voire même autre discours pour la rencontre de ce soir. Lui également est habité par le monde des lettres et des littératures. Il s'agit de Mohamed Saïdi. Bonsoir. Vous êtes traducteur, vous êtes éditeur. Eh bien, la traduire, c'est également sentir. Vous me disiez pour la préparation de cette émission, de quelle façon, donc justement, vous traduisez les peintures, les réalisations, les approches plastiques. Oui. De Lamine Dokman, eh bien vous allez également nous en parler. Elles seront en dialogue, il y a comme un regard croisé entre le regard de Aziza Lounis et également celui de Zulekha Merad. Avec lui aussi. Ah bien, avec un grand plaisir. Zulekha Merad, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous encore une fois ce soir. Une peinture traversée par des turbulences où la quiétude n'a point sa place, d'après ce que vous me disiez, pour la préparation de cette émission. Oui. Justement, j'ai apporté un portrait qu'il a réalisé et qui s'intitule, qu'il a titré « Regarde-moi ». Je vais en parler. C'est presque une injonction. Oui, c'est une exhortation. Oui. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous, Zulekha Merad, pour vos questions et vos réactions, bien sûr. L'habitude d'une seconde nature, donc tout naturellement, vous nous laissez vos messages sur cultureclub@entv.dz. Rebonsoir, Lamine Amor Dokman. L'Algérie à l'heure du confinement, c'est un long feuilleton dramatique, j'allais pratiquement dire, où la réalité a souvent dépassé la fiction. Vous, en tant que plasticien, comment est-ce que vous avez vécu cet enfermement-là? Vous a-t-il conduit vers vers d'autres réflexions, voire même d'autres approches plastiques? Ben écoutez, le confinement pour moi, en tant qu'artiste, déjà, même dans les jours sans cette histoire de problème de Covid 19, on se confine pour créer. Donc c'était l'occasion aussi de travailler encore plus. C'est un retranchement, une solitude volontaire. Tout à fait. L'acte de créer est souvent solitaire. Solitaire en général, solitaire avec bien sûr un morceau de musique ou des informations de la chaîne 3. Mais souvent il faut du silence, il faut un moment être seul pour qu'on puisse produire et créer. Et c'était l'occasion aussi de reprendre des vieux travaux, faire une réflexion sur des sujets que j'ai entamés, que j'ai pas encore terminés. Et je passais des moments extraordinaires parce que je créais, donc je ne me rends même pas compte du temps.
Et puis voilà, ça donne des idées extraordinaires. La solitude, les signes et les tatouages traversent votre réflexion plastique, Lamine Dokman. Pour les signes et les tatouages, c'est un peu normal. Tous les artistes plasticiens, à un moment ou à un autre, ils passent par l'école algérienne qui est les Haucham. On touche un petit peu à ça, comme on est d'origine amazigh, donc l'ancienne écriture, les motifs, les tatouages, tout cela, ça donne une inspiration très intéressante. Mais même moi, ma démarche artistique, bien sûr, à part cela, c'est que c'est des rencontres, c'est des situations, c'est des rêves, c'est des réflexions de la vie quotidienne qui me donnent l'idée de créer quelque chose. Et à partir d'une situation, ça donne le déclic de la créativité. Souvent dans vos peintures, Lamine Dokman, on va revenir sur cette exposition à travers, bien sûr, des images que vous nous avez ramenées. Vous revendiquez votre universalité, mais vous revenez très souvent vers votre africanité. On est déjà africain, l'État algérien. Non, mais on l'oublie très souvent, cela dit en passant. Hein. Souvent on oublie, on dit souvent on est méditerranéen, on est amazigh, on est arabe, mais on oublie qu'on est africain aussi. Avant toute chose. C'est le torse du continent africain, c'est l'Algérie quand même. Hein. Et c'est une source, un poumon, et c'est une source extraordinaire. Je reviens vers une des premières sources d'inspiration qui se trouve en extrême sud de l'Algérie. C'est tous les premiers dessins primitifs de la période néolithique et paléolithique qui se trouvent à Tamanrasset, à Djanet, à Wajarat. On a une des plus anciennes civilisations, des premiers hommes qui peignaient, qui dessinaient et qui gravaient d'une façon extraordinaire. Alors que l'Occident a essayé de nous enfermer dans ce qu'on appelle l'oralité, que dans ça. Pas d'évolution. Au contraire, mais je parle de cet Occident qui, aujourd'hui encore, à travers des discours néocolonialistes, enferme le Méditerranéen ou l'Africain que dans les arts primaires. Non, qu'il veuille ou pas, le continent africain, c'est le berceau de toutes ces civilisations. C'est le berceau de l'humanité et de toutes les civilisations du monde jusqu'à maintenant. Hein. L'un des maîtres de la peinture contemporaine, Picasso, c'était le déclic du cubisme, c'était grâce à la sculpture négro-africaine, grâce à la sculpture africaine, grâce aux motifs des tissus de l'Afrique ancienne. Et c'est une source aussi qui donne plein d'idées. Donc, en revenant vers cette dernière exposition, ces 80 œuvres, c'est une petite rétrospective parce que, en général, quand on fait une rétrospective, c'est qu'on recontacte tous les clients, tous les gens, et là, tous les collectionneurs. Et là, ça demande un travail très grand, parce que très les important. Collectionneurs sont là, les mécènes sont également là, contrairement à ce qu'on dit. Les mécènes en Algérie, ça n'existe pas. Par contre, c'est un terme qui ne veut rien dire pour vous. Le mécénat. Je connais pas. Par contre, on a des connaisseurs d'art en Algérie, surtout à Alger, des intellectuels. Mais Alger n'est pas l'Algérie, hein, non, mon rêve d'ailleurs, c'est de faire des expositions dans toutes les wilayats. Malheureusement, il y a un problème de coordination. Mais c'est également le rôle des maisons de culture, non? Les maisons de culture, quand on fait des demandes, jusqu'à maintenant, ça ne donne rien. Surtout les dernières années, depuis 2000, depuis la période de Boutef, c'est plus le cas. Avant, on faisait des demandes, on demandait et ils nous répondaient par oui ou par non, mais c'est plus le cas maintenant. Maintenant, il faut connaître on regarde même pas le CV du travail. Récemment, j'ai fait une demande pour le musée de Boussada, parce que je suis originaire de Boussada, pour montrer à mes ancêtres, les gens, de voir l'évolution de l'artiste qui est très contemporaine. J'ai jamais eu de réponse. J'ai déposé un dossier avec un CV. La dame, elle me répond, qu'est-ce que je vais faire avec cette paperasse, alors qu'elle est directrice du musée de Boussada. Je ne dirais pas son nom par politesse, mais bon, ça fait de la peine parce que moi, j'aurais aimé faire une exposition à Boussada parce que souvent, on colle à Boussada que de la peinture d'Étienne Dinet. Alors que l'Algérie, elle a évolué, on a plus de 63 ou 65 ans d'indépendance. Et elle évolue dans différents domaines. On ne reste pas que dans la peinture folklorique. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est contre la peinture classique. Au contraire, c'est une base. Mais c'est bien aussi de... Vous avez toujours lutté contre les enfermements, la stigmatisation. Tout à fait. On est resté, même les, entre guillemets, les nouveaux riches, ils sont coincés dans des sujets très primitifs. J'ai eu même un problème à un moment avec un responsable du ministère de la Culture. Quand j'ai pris mes catalogues, il avait une de mes anciennes expositions sur le monde de la danse. C'était la période noire où c'était péché de danser, et il me fait, mais ça c'est pas notre culture. Alors je lui ai répondu, monsieur, vous voulez quoi? Palmier, coucher de soleil, et on est resté dans ce truc-là, mais c'est incroyable. Emprisonné dans certains pensées. Emprisonné. Ouais. C'est une expression. Et puis voilà. Aziza Lounis, hein. Oui.
Non, vous disiez... Non, lorsque on a il essayé... a dit que la danse, ce n'est pas notre culture. Comment? Nous avons tout un festival de la danse incroyable. algérienne. Chaque région, chaque façon de s'exprimer. Vous savez, les femmes qui dansent ou les hommes qui dansent, ils n'ont pas besoin de faire une école de danse. C'est quelque chose de spontané, ça fait partie de l'être. Ça fait également partie de notre ADN. Mais absolument. Ouais. Et notre identité. Mais bien sûr. Une identité plurielle que vous revendiquez. Bien justement, pour la liberté, vous disiez dans une interview à Lamine Dokman, le mot liberté, de le maître mot de mon inspiration est liberté, celui de ma technique de création, liberté, de ma réflexion, encore et encore liberté. Et la représentation de cette liberté, de ma liberté, sont bleu nuit, jaune soleil, rouge ardent, orange volcan et turquoise apaisant. Mais je ressens très rarement de l'apaisement dans votre peinture. Il y a des regards inquiets et inquiétant, il y a des regards interrogateurs, celui des femmes bien sûr, un socle qui porte un peu votre peinture, mais également vos univers. 25 ans depuis que vous créez, donc vous disiez 95 jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu court dans l'histoire comment dire, de l'art, mais également dans l'histoire d'un artiste. Pourquoi avoir provoqué aujourd'hui, essayer de revenir et jeter un coup d'œil dans le rétroviseur? Vous êtes assez jeune comme artiste. En vérité, c'est que Art et Culture, ils m'ont contacté pour une exposition chez eux. D'ailleurs, je les salue. Et dans une des plus belles galeries, la première qui a toute une histoire, la galerie Racine. Et on m'a demandé de ramener, bien sûr, moi j'ai l'habitude quand je fais un vernissage, c'est toujours de la nouvelle création. Et cette fois-ci, j'ai dit non, je ne peux pas parce que j'ai pas les moyens d'encadrer, j'ai pas les moyens de faire des catalogues. Par contre, j'ai beaucoup des restes dans cette exposition et en même temps pour montrer, faire découvrir aux citoyens, aux collectionneurs, rafraîchir un petit peu la mémoire pour voir l'évolution de l'artiste, comment il évolue, comment il y a une réflexion. C'est un peu comme l'écrivain, comme le poète. Plus on travaille, plus au fait on évolue. Parce que 20 ans, c'est pas comme 30 ans, 30 ans, c'est pas comme 40 ans, etc. Et le temps marque la personne et même le travail, il évolue. D'ailleurs, pour retrouver, on parlait à un moment, au début de l'émission, sur le style de l'artiste, quand on voit l'histoire de l'art, quand on voit les plus grands maîtres dans la peinture. On en parlait bien avant le début de l'émission, en off. Oui. L'artiste, il évolue. Et c'est presque à la fin de sa carrière pour qu'il trouve un style ou une école. C'est pas comme ça. D'un seul coup, je m'enferme parce que je me suis rendu compte. Ça ne vous ressemble pas. Il y a plusieurs artistes dans la même exposition. Mais je leur disais, au fait, je suis en train de faire des recherches. C'est le début. Et j'ai pas envie de m'enfermer d'un seul truc pour faire plaisir aux gens, pour qu'on dise que c'est le style de Dokman. Et non, ça évolue. Aziza Lounis, bonsoir. Vous êtes professeur des universités. Et souvent, donc justement, j'ai lu vos papiers et votre regard souvent incisif concernant donc justement les arts et la culture en Algérie et en particulier les univers de Lamine Dokman. C'est presque un artiste insaisissable. Il est, vous disiez donc justement qu'il est pratiquement inattendu. Oui. Son approche est inattendue. Oui, donc inclassable. Inclassable. Et je pense que on ne le lui reproche pas, mais enfin, c'est qu'il n'est pas issu ou qu'il n'est pas dans une école. N'est-ce pas? Lui est libre. Il s'inspire. De toute façon, on ne peut pas créer seul. On n'invente jamais seul, n'est-ce pas? On part toujours de quelque chose. Mais c'est pour ça qu'il est inclassable. On ne peut pas dire qu'il ait une période. Voilà. En fait, je crois que toi, tu n'as pas de période. Comme on dit pour Picasso, la période rose, la période... Non. Lui, c'est tout le temps des périodes. Alors après, ça devient des ères. Ouais. Voilà. Et je crois que c'est ce qui fait aussi sa patte. Et c'est ça, sa signature. Donc on peut réellement aujourd'hui parler, après 25 ans, d'un style Dokman, d'une signature Lamine Dokman? Oui, enfin, signature non, parce qu'il est en perpétuel mouvement. Donc on ne peut pas le figer. Voilà, on ne peut pas le figer, c'est pas possible. Et justement, dans les périodes, c'est qu'à un moment donné, un peintre fige, c'est une façon de parler, parce qu'il a une constante dans cette époque-là. Lui, non. Toutes les couleurs, toutes les thématiques, tout ce qui l'entoure, sienne. Voilà, il les fait sienne. En fait, lui peint plutôt qu'il ne parle. Voilà. Et pourtant, je le disais au sommaire de l'émission, les signes, les tatouages et les symboles habitent également toutes ces œuvres. Eh bien oui, mais ils sont parlants. Ouais. On peut pas parler de style. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça. Pardonnez-moi, Oui, vous avez dit Zoleha Merad. vous avez dit que justement
sa peinture n'est pas apaisante. Moi, je trouve que non, elle est apaisante. Dans certaines périodes ou certaines expositions. J'ai devant moi un tableau où c'est vraiment... Mais ça, c'est votre lecture. Moi, je pense souvent... Moi, je trouve que, regarde, c'est dans, je pense, la période du regard. La période du regard. Il y a une tristesse du regard, mais il y a quand même des couleurs assez apaisantes. Bon, il y a du rose, du fuchsia, il y a ce turquoise apaisant. Ouais. Quelle est la période qui vous a le plus parlé, si on peut réellement parler de période en matière d'évolution, en matière de réalisation plastique concernant la mine d'Ockman? Je ne sais pas, moi ça fonctionne à la toile. Ouais. Il y a par exemple une toile qui m'a beaucoup marquée, c'est celle-là, et je vais en parler, c'est celle de « Regarde-moi ». Hein. Et je trouve que c'est une toile qui a plusieurs lectures et même je compte en faire une étude parce qu'on peut lire en strate cette toile. Évidemment, je suis linguiste et je peux utiliser les concepts de la linguistique pour lire cette toile. Alors cette toile qui nous demande, où il nous demande de le regarder, c'est l'artiste qui demande. Donc il y a un cri ici. Il y a plus qu'une exhortation. Il se met presque à nu. Oui, et il dit « regarde-moi, regarde-moi ». Mais quand vous vous mettez juste à côté de la toile, enfin, pas à une grande distance, bon, je me plie à cette exhortation. Et puis je cherche, je vois que c'est un visage, je cherche les yeux. Je cherche la personne qui regarde, que je dois regarder, qui me demande de regarder. Mais c'est fou. Mais je ne trouve pas ses yeux. Je ne les trouve pas. C'est fou, c'est pas moi en fait. Hein. Mais vos œuvres, vos univers vous échappent, la mine d'Ockman. Bien sûr, ils ne vous appartiennent plus. C'est le miroir de l'âme. Oui. Donc c'est peut-être une feinte aussi de peindre. Oui, mais là je défie quiconque de regarder cette toile de près et de trouver tout de suite le regard sur cette toile. On voit, c'est vrai, il y a un pourtour, le pourtour inférieur du visage. Il y a les lobes des yeux. Mais quand vous vous approchez, l'œil n'est pas là, parce que justement, il va se fondre à cette multitude de choses qu'il peint autour, des petites choses. Mais alors, qu'il faut regarder à la loupe pour comprendre. Et puis, au niveau du crâne, il n'y a pas de crâne. Le crâne est ouvert. Et il laisse, justement, libre cours. Voilà ce qu'il y a dans sa tête. Voilà, et ça s'appelle Rétrospective, ça se passe dans une galerie mythique au cœur même d'Alger, je le rappelle pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver. Donc la galerie Racim, c'est à l'avenue Pasteur et ça va se poursuivre pendant encore une quinzaine. Et c'est très très propre, c'est nettoyé tous les jours, les gens rentrent avec une bavette, donc soyez les bienvenus, c'est ouvert tous les jours, de 9h jusqu'à 7h le soir. Ça vous fait quoi de revenir dans cet espace qui a été traversé, qui est toujours habité par tous les esprits qui ont construit l'histoire de la peinture algérienne? Je reviens envers... et tant d'autres. C'est un honneur pour moi parce que franchement, j'ai quand même une certaine chance que Agriculture, ils ont mis cette galerie spécialement pour les gens qui ont travaillé, qui ont un travail bien précis, etc. Et puis c'est le fait de faire un petit passage comme ça, c'est un honneur pour moi de passer comme les grands maîtres algériens. Et en revenant vers ce qu'elle a raconté à Zulekha, c'est extraordinaire parce qu'en fait l'artiste il peint. En fait, je ne peins pas ce que je vois, je m'imprègne, je suis un petit peu comme une éponge. Je regarde les autres et ce que je sens, ça sort. Et ce qui est intéressant, c'est pas moi après, c'est le regard de l'autre, c'est les autres qui parlent. Oui, mais une fois que tu as terminé ton œuvre, elle ne t'appartient plus. Mais là, je voulais te demander quelle est vraiment la technique que tu as utilisée, parce que là, je cherche le regard, je ne le trouve pas, je me mets plus loin, je le retrouve. 1 mètre au moins. 1 mètre. Et je prends de la distance et je le retrouve. Et quand on s'approche de nouveau pour comprendre, on voit que tout est en relief. Parce que tu as utilisé, je ne sais pas quoi, du papier mâché et tu as peint dessus. On ne le voit pas quand on le regarde, quand on voit la photo, on ne voit pas ce relief. Mais
quelle a été ta technique là? Bon, je travaille beaucoup sur le support, en fait. Non, hein, pour que, tu vois, on ne voit pas le regard de près, on ne voit pas les yeux de On est près. dans une forme de thérapie plastique ce soir. Mais alors, quand je me pousse, je me dis, tiens, parce que c'est une toile qui me trouble la vue. Donc je vais accommoder, exactement comme quand on change les lunettes. J'accommode, je me mets plus loin pour pouvoir. Et là, je découvre ce regard. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Ça relève de l'intuition de l'artiste qui est rebelle. Il a peut-être oublié. Ouais. Moi, je pense que je vais ressentir ça. Je mets à la place de l'artiste. En fait, il y a l'instant. On est quoi dans le monde des questionnements intérieurs? Oui, mais l'artiste, c'est l'instant. Parce que quand je vois sa peinture, j'ai l'impression que ça va dans tous les sens. Et en même temps, c'est le ressenti de l'instant. Mais vous savez, il le reproduit. Excusez-moi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'artiste est doué du don d'ubiquité, c'est-à-dire de voir de tous les côtés. Il est présent partout et en même temps, il y a ce qu'on appelle la technique du trompe-l'œil, n'est-ce pas? Voilà, et ça se connaît. Mais le moment où des peintures, plus on s'éloigne, moins on les voit, et au fur et à mesure qu'on se rapproche, automatiquement, cela vous saute aux yeux. C'est une technique. C'est ce qu'il disait, Mohamed Saïdi, pour le début de l'émission, comme il est traducteur, mais également éditeur. Il disait, bon, traduire, ça n'est pas seulement trahir, mais traduire, c'est aussi sentir votre ressenti. Donc justement, quand vous revoyez cette rétrospective qui résumerait presque... Elle ne résume pas tout à fait Dockman qui est pluriel, en fait. Insaisissable. J'ai vécu... Insaisissable, comme tout être. Vous savez, il n'y a pas de gens qui soient parfaits et qu'on puisse saisir dans leur entité et leur totalité. C'est pas possible. Qui a dit le contraire, Aziza Lounis? Oui, mais non. Mais justement, moi, je trouve que naturellement, enfin à travers ces toiles, naturellement, il nous demande de faire cet effort de le regarder, mais en fait de le regarder, de le comprendre, c'est vrai. Mais c'est cet effort sur soi qu'on doit faire chaque jour pour arriver à une spiritualisation de notre vie. Donc là, naturellement ou inconsciemment, mais avant nous, lui, fait. Mais il est très influencé par l'expressionnisme. Il se réinvente continuellement et également... Voilà, excusez-moi, Monsieur Amiti, c'est vrai, parce que si je devais résumer en 2 mots ce qui est Dockman, d'ailleurs moi quand je le découvre, parce que chaque fois c'est une découverte, une redécouverte, c'est perception, sensation. Voilà toute sa peinture, c'est ça. Mais c'est aussi... Et la quête identitaire. Une quête de liberté et le fait de s'affranchir... La complicité de l'autre. Et l'ancrage est là, c'est l'Afrique. Et de s'affranchir tous les jours de ce qui peut entraver cette création. Ah oui. Il est libre, lui. Il ne veut pas d'entrave. Voilà, il est libre. Il s'interdit. La preuve, il vide sa peinture. Il accepte la contrainte, il s'y adapte et il va au-delà des contraintes de la matière, de la texture, du graphisme. Il adapte. Fait-il partie Mohamed Saïdi, fait-il réellement partie, d'après vous, votre regard, votre perception, votre lecture d'une école, de maître, une forme de résonance entre ce qui a été fait dans les années 60 et aujourd'hui, même s'il revendique un peu son appartenance, parce qu'il y a une forme de dialogue entre lui et le groupe Paucham, qui a lui aussi exposé à la galerie Rassim, je le rappelle encore une fois, mais une exposition qui a marqué les esprits. Ça marque tout le monde, en fait. Non, mais qui a marqué les esprits, pas d'un point positif. Également, quand Mohamed Issiham est rentré avec un cutter, il a commencé à lacérer certaines toiles, ça, il faudrait par la même occasion le rappeler à nos téléspectateurs. Il disait, pour la préparation de cette émission, je suis en quête permanente, en quête identitaire, en quête plastique. Parlez-moi de cela. J'aimerais bien vous entendre. Moi, personnellement, comment je sens Dockman dans son œuvre, dans son approche, c'est qu'on ne peut pas le classer. Je rejoins ce que dit Aziza, c'est que lui, c'est l'instant. Et il se nourrit de cet instant-là. L'instant ou l'instinct? L'instant. L'instant. C'est qu'il peut avoir recours à n'importe quelle technique, à n'importe quelle école picturale, à n'importe quel mouvement, mais pourvu que ça serve à traduire le ressenti de cet instant-là. Ce moment, l'instantanéité. Je me rappelle une fois dans une de vos monographies, vous étiez dans une situation où il y avait un pare-brise qui s'est cassé, vous avez repris les éléments de ce pare-brise et vous l'avez injecté dans la toile. Et idem pour d'autres situations. Il est dans l'instant, il le reproduit, et je pense qu'on ne peut pas parler de style. Il vide les sujets, s'impose à lui et il les reproduit avec les matières, le graphisme, la texture qui s'impose. Et les formats aussi. Parfois, il est dans le petit format et c'est
C'est les couleurs d'abord, ce sont elles qui suscitent après le thème. Le jet de cet instant-là, c'est le petit format. Une autre fois, ils sont... Oui, il faut que ce soit à la grande surface. Oui. Ça peut être dans l'espace d'une... Non, mais il le disait, hein, il parlait de quête. Il disait « Ma quête du beau est quotidienne. Les thèmes et les techniques de mon expression s'imposent à moi au gré de mon humeur et de ma perception des êtres et des choses que je croise. Pour dire cette rencontre, je fais feu, elle le disait à l'instant, Madame Zulekha, je le rappelle, Mérad, je fais feu de tout bois, verre, pilé, toile de jute, masque, bouteille, se métamorphose sous l'emprise de mon pinceau et de la couleur qui en jaillit pour faire une toile où les couleurs se heurtent, se bousculent, se rencontrent et s'épousent dans un jaillissement de lumière, celle qui brûle les déserts, les pins de jaune, d'ocre mais aussi de blanc quand le soleil est aveuglant, une toile à l'ombre dans laquelle on retrouve la fraîcheur de notre premier regard, celui qui s'étonne et s'émerveille de tout par un brin d'herbe, une fleur, un nuage. Mais on a rarement parlé de la sensualité, le côté assez sensuel de l'ami Dokman, Aziza Lounis. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, il a ce talent, n'est-ce pas les courbes, les femmes nous invitent. Il peut absolument... pas du tout être en situation, et puis il y a quelque chose qui l'interpelle. Donc il capte à ce moment-là, il le capture, si vous voulez, et ensuite, à ce moment-là, le moment même où il l'a perçu, il le retransforme par le biais de la couleur, et puis ça part, et finalement ça donne autre chose. Et ce qui est très important, c'est que c'est lui qui le disait, lui peut reconstruire un monde, mais dans ce monde. Et c'est comme ça que moi j'ai... C'est quoi? C'est la quête d'un paradis perdu? Absolument. Et en plus, il ne fait pas que peindre, n'est-ce pas? Il a des objets, il les transforme, il les recrée, et l'usage de cet objet devient quelque chose de tout à fait nouveau, donc il lui donne une autre vie. Donc c'est extraordinaire, c'est une espèce de magie. Voyez-vous. Et si nous revenions, parce qu'on parlait d'une thérapie plastique ce soir, n'oubliez pas vos questions et vos réactions sur Culture Club, ça fait rire nos invités, vous l'aurez remarqué, @1tv.dz. Il y a énormément, au départ bien sûr, notre invité Zulekha Melrad ne partageait pas mon point de vue quant à certaines blessures, à ses fêlures, à ses questionnements identitaires sur lesquels il revient. Pas toujours. Pas toujours, oui. Très bien. J'enregistre. C'est important. La société tourmente, que je reviens à certaines lectures de Slimane Matar sur la violence dans la société. C'est un excellent ouvrage qu'on nous conseille en Série Regard. Ça s'appelle La violence sociale en Algérie. Bien sûr, bien sûr. La violence visuelle, la violence... même sous toutes ses formes. Auditive, sonore. Sur une société où il y a la violence des pères géniteurs, des pères de la Révolution, des pères de l'histoire. On sent qu'on est là, confiné, pour reprendre le terme. Est-il réellement arrivé, même symboliquement, à tuer ses pères pour exister sans voler? Non, mais en fait, sans le dire, mais il revendique son histoire, il revendique les tourments, une famille militante, et il revendique tout cela. Il est en Algérie. Donc, il tient ça dans ses gènes. Il reproduit tout le militantisme de son père qui est dans les scouts, de son frère qui était dans le combat de l'alphabétisation. Son travail également associatif. C'est dans la Bible, le bénévolat, dans la douleur, le combat qu'il mène au quotidien. Moi, je pense que l'Algérie, c'est une source d'inspiration, de pression. La pression aussi, elle donne le déclic de créer. Récemment, la Maison de la Culture de Taman Rasset, ils m'ont contacté pour faire une petite exposition pour une semaine. D'une semaine, ils sont revenus à 3 jours. Et en plus, ils m'ont demandé de faire quelque chose sur les Touaregs. Alors moi, j'ai commencé à Vous avez déjà travaillé sur l'Afrique très souvent. Oui, souvent. mais cette fois-ci, spécialement sur les hommes bleus, sur les Touaregs, parce qu'on est à Taman Rasset. Et j'ai commencé trois œuvres, je suis arrivé à 45 œuvres. Oui, donc voilà. Et sous pression, parce que c'est vrai que des fois... Mais d'où vient cette boulimie Eh bien, en tant qu'artiste, on est obligé. Il est Dionysos. Oui. Voilà. Mais en même temps, on est obligé, parce que franchement, pour le fait que l'artiste vit le jour au jour, c'est pas du tout évident en Algérie. Franchement, on n'a pas un marché de l'art, c'est pas pour... Non, mais c'est des questions qui fâchent, que je ne voulais pas aborder, mais c'est vous, donc, justement, qui les mettez sur la table. Le marché hypothétique de l'art, le mécénat, le circuit des galeries également, la disparition ou l'annulation de certains festivals entièrement dédiés
au troisième art. Vous y avez énormément participé à travers, je le rappelle encore une fois, le salon d'automne. La première vente aux enchères, j'ai organisé des événements à l'étranger. Dès qu'il y a l'occasion, je fais avec. Et parce qu'il n'y a pas des gens qui s'occupent de nous. Nous, on touche un petit peu l'économie algérienne. On est là. Je ne vois pas pourquoi on parle souvent de la musique. Je ne suis pas contre, c'est mes collègues, ça fait partie de notre culture. Mais il est temps qu'ils pensent un petit peu aux plasticiens. On touche la roue de l'économie. Le design, c'est les artistes. La création des vêtements, c'est les artistes. Le décor, c'est nous. Mais pourquoi on ramène des œuvres de l'étranger et c'est une machine qui le fait? On est là. On prend un détail d'une œuvre, on peut la mettre sur, comme par exemple ce pull, on peut la mettre sur le tissu, sur du papier. Ça me coupe le souffle et ça m'agace un petit peu parce qu'on est là. Et ce qui me gonfle la tête encore plus, c'est entre guillemets les quelques soi-disant intellectuels. Et alors la question qui me pratiquement je suffoque. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Votre place n'est pas ici. Elle est là. On est là. C'est à nous d'arranger notre grande maison, c'est l'Algérie. C'est notre rôle. Sans démagogie aucune. Il est là de retrousser ses manches et de travailler. Pourquoi vous nous voyez? Pourquoi vous êtes tout le temps de l'étranger? Pourquoi? On est là. Mais d'ailleurs, on est passé. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Et ce qui me fait de la peine le plus, on est à la galerie Racine. Moi, je vois souvent, c'est les enfants qui tirent les parents à l'entrée de la galerie et c'est les parents qui retirent les enfants, ils ne les laissent pas rentrer. Oui. Mais il est temps de se réveiller. J'étais enseignant, les parents, ils sont out, on donne tout aux enfants, mais ils oublient le suivi, le rôle des expositions, des conférences, ça ouvre l'esprit de l'enfant, et l'enfant, c'est l'enfant qui est l'avenir de l'Algérie. Le rôle des institutions. Chez nous, les enfants ne vont jamais au musée. Voilà. Et justement, là, mais nos musées se meurent, madame. Mais bien sûr, mais je vous assure, c'est effrayant. Ils ont les mains liées, moi, il y a des choses qui m'interpellent. Justement, pour les enfants, là, Dokman, indépendamment de ma lecture de ces quelques œuvres, nous sommes co-auteurs dans un livre que nous avons dédié aux enfants. Qui n'a malheureusement pas trouvé de visibilité. Voilà. Non, oui, ouais. Ça, il n'est pas encore. Alors là, on enseigne, c'est pour enseigner l'alphabet arabe, qui est quand même assez difficile à cause de sa cursivité tout à fait spécifique. Ça, c'est le discours de l'universitaire. Hein. Non. C'est seulement c'est parce que j'ai vu des enfants reproduire à l'infini des lettres de l'alphabet, donc on leur demande d'apprendre par cœur telle et telle lettre et ils reproduisent. On n'est pas réellement dans l'éveil, mais plus dans une forme de parcourisme. Et puis un jour, j'ai vu un enfant... D'où la réussite totale. Une forme d'automatisme. J'ai vu un enfant qui reproduisait la lettre Zay, et comme il était un peu artiste, il a pris une feuille blanche, 21-24, et il a commencé à reproduire cette lettre Zay, non pas de droite à gauche, mais de haut en bas, donc en créant une grande lettre Zay, avec des petits Zay, comme ça. Et j'ai trouvé que c'était magnifique. Mais pourquoi avoir fait appel à Lamine Dokman pour ce travail pédagogique? Eh ben parce que d'abord, il a déjà travaillé avec les enfants. Et puis, en fait, en un mois, il a très bien compris mon idée. Et dans cet ouvrage, eh bien, il y a trois choses. Il y a, avec les illustrations, on donne à l'enfant cette occasion d'approcher l'art, de s'éveiller au beau, à l'art. Il y a cette occasion de lui apprendre à classer des éléments, donc à faire marcher son intelligence au lieu de sa mémoire. Et en même temps, c'est-à-dire que je ne vais pas user sa mémoire, je ne vais pas user sa mémoire à reproduire. Je fais attention à cette mémoire qui est précieuse, je la garde pour d'autres choses. En tout cas, pour mémoire, je vous promets une émission entièrement consacrée donc justement alors au fond du système éducatif, et justement nous aurons des responsables ici même pour en parler. Alors si vous venez tout juste de prendre nos émissions en cours, il est question d'un véritable voyage dans les univers plastiques de notre invité Amor Lamine Dokman à travers une exposition, je le rappelle encore une fois, qui se déroule à la galerie, je le rappelle encore une fois, Racine, ex-Pasteur, traversée par 1001 univers
plastique, je le rappelle encore une fois, souvent littéraire et poétique, parce que Kateb Yassine, on ne peut pas dissocier le parcours de Kateb Yassine à celui de Mohamed Essikham, qui ont habité également cette galerie. 25 ans de carrière, vous avez commencé par cette Algérie tourmentée des années 90, Lamine Dokman. Pour moi, c'est un démarrage. 95. C'est un démarrage, la création. Quand j'entends les dernières années, mais la création dans la douleur, tu enfanteras et tu créeras dans la douleur. Ils disent les jeunes. Dans la création, il n'y a pas d'âge. Il peut être très jeune, comme il peut être quelqu'un de... C'est un peu comme l'art brut. Et ils ont découvert à travers les fous et à travers des gens âgés qui créent d'une façon extraordinaire. Surtout dans la création, il n'y a pas d'âge. C'est le seul métier qu'il n'y a pas d'âge. Il y a comme une forme de résonance ou comment dire, d'écho entre vos univers, votre réflexion et le travail d'un grand psychanalyste qui lui a également travaillé en direction des malades mentaux. C'est l'expérience aussi. J'ai pu récupérer des adolescents dans les années noires à l'école. Je faisais par référence à France Fanon. Ouais, à l'école, dans les années 95, j'ai eu des problèmes aussi avec les femmes genre un peu intégristes, et j'ai pu récupérer complètement les adolescents à travers les arts plastiques. D'ailleurs, c'est une thérapie. L'art aussi, il récupère, on peut s'exprimer. Qui était témoin des enfants, témoin d'une violence terrible dans les années 90. Tout à fait. Et les arts a été plus ou moins apaisants. Et chacun dans son métier. Ils ont fait des croquis, des dessins. Il y a eu une exposition qui a été faite avec des croquis d'enfants. C'était quelque chose d'hallucinant. Et c'est toujours à la page, on peut utiliser cette expression plastique pour les adultes, pour les enfants, pour les... Puis en plus, on peut toujours découvrir de grands talents, même dans les toutes petites classes. J'ai une collègue qui un jour m'a envoyé une photo d'un dessin de sa fille qui avait peut-être 5-6 ans. J'étais époustouflée. Je l'ai perdu de vue quelques années plus tard. Je lui demande est-ce que sa fille continuait à peindre, à dessiner, et elle m'a dit non, maintenant il faut qu'elle s'intéresse aux études et tout. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, le dessin, il touche tous les métiers. Oui. Tous les métiers. Elle peut être futur architecte, futur chirurgien. Sinon, un minimum, c'est qu'on sème la graine de la beauté. Et puis tu enseignes une langue aussi avec le dessin. Tu peux l'enseigner. Et on développe l'imaginaire. Peut-on réellement, pour avancer dans le débat, parce qu'il nous reste moins d'un quart d'heure avant la fin de l'émission de ce soir, vous racontez, vous résumez en 25 ans, Mohamed Lamine Dokman? Pour moi, c'est juste peut-être un premier jet. Je suis un minuscule moudjahed dans le domaine des arts plastiques. Tout ça, c'est une résistance. Franchement, c'est une résistance. On souffre énormément, surtout depuis 2000, et ça empire d'année après année. On a résisté dans les années noires, les gens sortaient, les gens ramenaient leurs enfants, les gens admiraient les belles choses. Même il y avait des têtes coupées, il y avait des trucs, on ne pouvait même pas voir, mais il y avait une résistance. Moi, ce qui me fait de la peine les dernières années, les gens lâchent, ils sont dégoûtés, alors que ce qui me fait de la peine le plus, c'est que quand on fait des enfants, on n'a pas le droit de lâcher le morceau. Au contraire, on résiste. Au moins pour ces futures générations. Et il faut garder le sourire, il faut se battre, et puis voilà, c'est une résistance. Parce que j'ai eu des opportunités à m'installer ailleurs, mais on est chez nous, il faut faire des choses. Vous portez la voix de l'Algérie, vous étiez en Chine il y a quelques mois seulement, vous avez porté la voix de l'Algérie. Résistance, pardon, en ce qui concerne les univers de Lamine Dokman, on est dans la résistance ou dans la résilience? Ah non. Il a dit « Je suis un minuscule moudjahid ». Moi, j'ajouterais « minuscule et puissant ». Parce que, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas rester indifférent à ses œuvres. Quelle que soit la thématique d'un vernissage, n'est-ce pas, vous êtes saisi. Moi, je vais sans a priori, puis je me dis, oh là là, non, ça, j'aime pas. Enfin, quand je dis j'aime pas, non, je ne réagis pas. Mais après, quand j'y retourne, ah, mais c'est effrayant. De toute façon, c'est un décryptage. Vous savez, essayez de comprendre. Dokman, c'est un décryptage. Mais on y arrive parce que c'est tellement foisonnant. Vous savez, quand je vois comme ça, parce qu'en fait, oui, il y a une espèce d'idée de Dokman, ça n'y peut rien. On est quoi, dans la métamorphose Même pas. Non, on est dans la mosaïque. Vous savez, quand je vois les tableaux de Dokman, bon,
Il y a un foisonnement. Toi-même, tu disais, quand tu regardais sa toile, là, celle qui t'a tellement impressionné, regarde-moi, c'est ça? Regarde-moi. Regarde-moi, n'est-ce pas? Eh bien, bon, tu es arrivé à voir ses yeux Point quelquefois. d'exclamation. Hein, Oui, c'est le papier qu'il a collé derrière. Il aurait fallu mettre me regardes-tu. Je crois que ça aurait été peut-être mieux. Mais bon, eh bien, à côté, et elle voyait les yeux, puis après elle voyait tout autour. C'est le cri. Mais oui, d'accord. Mais lui-même, quand il te dit regarde-moi, est-ce qu'il ne sait pas déjà regarder et il ne sait pas déjà exprimer à travers sa peinture? Et ça aide à son introspection. Et ça l'aide à se connaître. Mais je crois que l'œuvre de Dockman doit être lue en strates. Il y a différentes couches d'explication. Mais on parlait de ses émotions émotives intérieures, de ce questionnement. Non, moi je pense que son il nous lance un défi, ce regarde-moi. Eh bien... fais le travail sur... Pas une invitation, pas une injonction, mais une prière. Une prière, parce qu'il a besoin du regard de l'autre, puisque c'est à partir de son regard, dans la mesure où il arrive à le comprendre, à ce moment-là, qu'il se sent apaisé, parce que c'est un autre lui-même. Oui, mais c'est réciproque. Mais c'est réciproque, mais bien sûr. Parce qu'il nous demande aussi la même introspection. Absolument. Hein. Donc on serait quoi dans la nuit du dedans de Jamal Amrani, qui était lui aussi en dialogue permanent avec Anna Graffi. Il a fait un excellent, lors sa première exposition, Circuit intégré, je crois. Il a eu une phrase extraordinaire dans laquelle il disait tout à fait cela. Mohamed Saïdi, traducteur mais également éditeur. Vous n'avez pas tout à l'heure répondu à ma question quant à traduire, c'est sentir vos premiers ressentis quant à cette longue traversée de turbulence de la nuit Dockman. En vérité, la posture de Dockman face à son art, à son œuvre, comment il réagit avec le quotidien, avec les gens, il nous invite à réhabiliter le rôle de l'art dans la société. Par ce questionnement, regarde-moi, pour vous dire, est-ce que vous m'avez réellement compris tout ce parcours que j'ai fait, toute cette tourmente que j'ai vécue? Vous m'avez réellement compris? Et le regard de l'autre le rassure. Et bien sûr, il a besoin d'être rassuré, c'est ça. Mais le regard de l'autre n'est pas toujours ça, madame, vous le savez. Justement, mais justement, le spectateur, c'est très important, parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est que la peinture? C'est un dialogue avec l'autre, en fait, quel qu'il soit. J'ai remarqué que réellement, j'ai eu la chance de partager certains ateliers de peintres. Dans leurs ateliers en train de peindre, on partage avec eux quelques instants, quand ils sont dans la tourmente, quand ils sont dans la création. Mais avec Dockman, c'est différent. On n'est pas obligé d'être dans son atelier. C'est tout l'univers de la rue, des gens qui sont son atelier. C'est différent. Il a l'Algérie est une source intarissable. Quand vous êtes avec lui, on est dans la galerie, on est dans la rue, on parle avec les gens, c'est tout ça son atelier. Il est en train de travailler. Il met une couleur sur une douleur, il met de l'humour, de l'espoir. Et c'est pour ça que ce tableau-là, ce regarde-moi. Et vous y revenez. C'est exactement la même chose. C'est la matrice de tous les autres tableaux, à mon avis. On y trouve tout. En plus, il est dans les tons de bleu et de bleu marine. Donc c'est des couleurs froides, c'est les couleurs de l'esprit. Un tableau que vous avez acquis ou qui vous a échappé? Non, je l'ai acquis et je le vois tous les jours. Et vous me disiez, j'ai une lecture, une relecture permanente concernant donc, justement la nuit. Et pour vous dire une anecdote, je vous l'ai peut-être déjà raconté. On s'est raconté beaucoup de choses, madame, mais hors antenne. Hein. Ben ça, vous ne l'avez pas dit. On se dit tout ce soir. Ma mère, Hama, était de passage chez moi une fois, et elle était quand même bien âgée. Et quand elle n'est pas restée indifférente, insensible, quand elle a vu ce tableau, et elle m'a dit, il me brouille les yeux. Éblouissement. Voyez-vous. Et voilà. Et je trouve que c'est cet effort de regarder ce qu'il y a dans ce tableau et au-delà, symboliquement, est-ce qu'il peut être une thérapie aussi? Et je dis que c'est une matrice. L'art-thérapie sur lequel il a souvent travaillé. Dockman est là, et je trouve que son visage est là. Tout est là. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui Dockman est là, mais avec un S, madame, de tout ce qu'il a eu à subir, à voir,
Oui. Oui. Juste une parenthèse. Mais c'est un battant. Non, je vais poser donc il se régénère. Non, s'il vous plaît. Et si cette toile, regarde-moi, n'avait pas de titre, comment est-ce qu'elle aurait le même effet? Là, elle a un titre, et toutes les toiles ont un titre. Voyez-vous, c'est l'ami Dokman. Nous abordons les 10 dernières minutes avant la fin de l'émission. Je vous le disais, ce qui a réellement provoqué la rencontre de ce soir, c'est l'avant-dernier numéro de la saison avant comment dire, le grand large de l'animateur que je suis. Vous vous retrouvez réellement dans les discours, le regard des uns et des autres? Tout à fait. Et surtout le fait qu'une œuvre, au moins elle dérange. Le fait que ça dérange, ça veut dire que l'artiste a réussi quand même. Pour moi, c'est le plus beau cadeau. C'est-à-dire, l'œuvre, elle passe pas inaperçue. C'est pas une œuvre qui décore. Après, ça devient un peu comme un meuble ou une chaise, etc. Mais ça vous dérange, le fait que ça fait parler, ça dérange, ça agace. C'est déjà très très bien pour un artiste. Non, elle agace pas. Il y a une seule chose. Tu vois, tu as dit, ça l'interpelle, etc., etc. Tu n'as pas dit qu'il pouvait aimer cette œuvre. Et c'est ça l'important. Oui. Mais c'est capital, tu vois. C'est plus important que essayer de décrypter ou de comprendre ou de ne pas comprendre. L'ami Dokman, vous n'aurez pas à débourser un centime chez votre psychanalyste. On n'a rien fait depuis le début de l'émission de ce soir. Vos questions et vos réactions sur cultureclub@1tv.dz. On revient à cette œuvre qui interpelle, qui habite, qui questionne toujours et encore Zulekha Merad. Regarde-moi, 25 ans de création, 25 ans de quiétude parfois, de sérénité, mais la mer a toujours été houleuse vous concernant quand on va voir. Je suis pas d'accord. Il y a chez lui une joie de vivre. Oui. Voilà, c'est très important. Mais dans les turbulences. Il croque la vie. Mais ça fait rien. Oui. Mais on ne vit bien que dans les turbulences, vous savez, moi j'ai toujours été dans cette provocation d'idées. Hein. L'émission, c'est celle où on n'est jamais d'accord avec l'animateur. Mais c'est comme ça que le débat... Mais oui, bien sûr. Voilà. Alors... qu'a-t-on à voir aujourd'hui, après 25 ans, quand vous nous exhortez de vous regarder? Qu'a-t-on à voir à travers cette exposition? 25 ans, en fin de compte, c'est quoi? Racontez-nous ce cheminement-là. Pour moi, c'est un début, parce que plus l'artiste y travaille, plus il évolue. Le temps est tellement limité. Court. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi aussi, je sens une charge émotionnelle dans votre voix et dans votre discours? Parce que franchement, on perd du temps, on perd beaucoup de temps. Moi, je trouve que l'artiste qui est le chanceux, elle ou il, c'est quand il trouve d'autres gens qui s'occupent de lui. Un artiste, pour moi, il est dans son atelier et la création. Mais pour qu'il puisse vivre, il lui faut aussi d'autres gens qui lui vendent, qui lui organisent des expositions. Un véritable réseau. Voilà. Le fait depuis 95 jusqu'à maintenant, l'artiste fait tout. C'est lui qui monte, celui qui ramène du monde, celui qui l'invite, même s'il y a des espaces étatiques, on ne le nie pas. Mais malheureusement, sur le plan professionnel, c'est pas le cas. Il faut tout faire à la fois. Et ça, on perd un temps. C'est très fatigant. C'est très fatigant et on perd un temps fou. Voilà, c'est ce qui fait mais je trouve que c'est encore plus enrichissant que celui qui est dans son atelier, c'est le peintre dont on s'occupe, enfin bon, qu'on aide bien sûr. Toi, tu fais tout. Enfin, je parle de toi, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont obligés d'être polyvalents, c'est-à-dire pas seulement peintres, vivre de leur art, mais tout ce qui accompagne justement l'expression. Son expression picturale. Tu es libre. Voilà. Oui, mais voilà. Oui, mais tu es libre, mais la liberté. Mais je m'excuse. Mais tout le monde n'est pas artiste. Oui, mais je m'excuse. L'âge a son, comment on dit en arabe, on vieillit, le corps ne suit pas. Et ça, merci de nous le rappeler. Ne suit pas. Et surtout par rapport au temps, c'est-à-dire si l'artiste a plus de temps, il crée encore plus. C'est ça. Et en même temps, j'aimerais bien aussi que les gens puissent vivre à travers la création de l'artiste. Ça donnera aussi des ouvertures envers les autres aussi. Alors, une question justement à Mohamed Saïdi, avant d'aborder les 5 dernières minutes. On a souvent parlé de la lutte contre l'oubli ou contre l'amnésie, parfois même volontaire. Qu'en est-il réellement aujourd'hui de l'écriture de cette mémoire plastique? Vous qui êtes éditeur, mais également traducteur. Je vais le décliner autrement. Je débat toujours à partir de Dokman. Il est toujours dans la posture d'ouverture et dialogue. Toute sa peinture est basée sur ça. Et il est en droit d'attendre des responsables de la culture qui soient aussi dans le dialogue et l'ouverture. Et dans l'écoute. Si ces responsables-là se donnaient la peine de venir partager l'atelier de l'artiste, ils verraient leur regard sur la culture totalement changer. Et ils verraient aussi que l'investissement dans l'art
serait peut-être plus rentable que le réaménagement des trottoirs. C'est tellement vrai ce que vous dites. Ils s'usent très vite. Oui. Lamine Dokman, donc 25 ans, vous avez encore beaucoup de choses à dire. On parlait de ce confinement, de cette crise sanitaire qui touche le monde, cela dit en passant. Ouais. On aborde la vie avec beaucoup plus de philosophie. Mais il faut, pour moi, la vie... Qu'est-ce qui a réellement changé depuis ces 3 derniers mois dans votre quotidien d'artiste ? Moi, ça m'agace déjà. Le premier mois, c'est bon. Après, faire comme, entre guillemets, les pays qui sont conscients. Mais on approche la vie avec beaucoup de philosophie, d'apaisement. On est, entre parenthèses, si vous le permettez, conscient de notre finitude. Oui. La vie est courte. Et de notre insignifiance également. La vie est courte et puis il faut faire avec, porter son masque, porter les gants et travailler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais quand, justement, M. Amiti, vous lui avez dit, justement, ce confinement, il a bien dit qu'il avait repris ses anciennes toiles, etc., qu'il était très content. Mais en fait, je crois que c'est une autre redécouverte, puisque tu ne vois plus, c'est un enrichissement, et c'est un travail. Et d'ailleurs, à partir de cette redécouverte, tu peux encore redécouvrir d'autres choses, puisque toi, tu as l'art de transformer les choses. Madame Aziza Lounis, vous êtes dans les lettres, vous êtes dans la psychanalyse? Non, les lettres, oh là là, la psychanalyse, non, parce que si jamais j'avais besoin au cas où j'aurais eu besoin d'un psychanalyste, c'est lui qui serait mis dans le divan. Ah bah très bien, en tout cas, ça a été un véritable plaisir de découvrir, ou du moins de redécouvrir les multiples facettes, encore une fois, de Lamine Dokman à travers cette exposition. Je le rappelle, encore une fois, qui a pour titre tout simplement Rétrospective. Elle a lieu donc à la galerie Racine, c'est à l'avenue Pasteur, c'est au cœur même d'Alger, traversée par les lumières et les histoires de ceux qui ont habité notre histoire commune. Et d'ici, je la vois en train d'arracher, vouloir du moins, arracher le micro à l'animateur, Aziza Lounis. Non, je ne l'arrache pas, simplement vous avez dit les multiples facettes. Je vous ai bien dit que sa peinture, enfin, quelles que soient ses toiles, j'avais l'impression que c'était des petits morceaux, n'est-ce pas, de mosaïque, exactement. Ouais. C'est vrai. Et il le disait, je vais finir l'émission avec ça, il disait « Ma quête du beau est quotidienne. Les thèmes et les techniques de mon expression s'imposent à moi au gré de mon humeur et à ma perception des êtres et des choses que je croise. » Et ça a été également ça ma philosophie depuis de longues années ici sur Canal Algérie. Je tiens à vous remercier, Lamine Dokman. Un grand merci. Votre exposition est visible, je le rappelle encore une fois, jusqu'à la fin de ce mois. Un grand merci également à Aziza Lounis pour cette psychanalyse de groupe. Ah non, je suis désolée. Professeur. Je ne l'accepte pas. Des universités. Un grand merci, Mohamed Saïdi. J'espère vous recevoir cette fois-ci, mais en tant que traducteur, parce que la thématique de la traduction et des œuvres littéraires... Ça s'impose, un regard s'impose. Je vous le promets ici même pour les prochaines émissions. Et puis un grand merci à Zolikha Merad. Regardez-moi, madame. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous de votre fidélité au programme de Canal Algérie et de cette émission en particulier. Alors, gardons le contact, je le rappelle encore une fois, sur notre adresse cultureclub@entv.dz, et que la nuit vienne apaiser et reposer nos esprits, parfois si tourmentés. À la semaine prochaine pour le dernier numéro de Culture Club. Merci mesdames, merci messieurs. Merci.